Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Bienvenue à cette deuxième entrevue avec Mario Beauregard, qui est neuroscientifique, PhD de l'Arizona, de l'Université de l'Arizona, pardon, auteur des livres Du cerveau à Dieu et Les pouvoirs de la conscience, ainsi que son tout dernier roman, Expérientiel des milliards de visages de l'infini, aux éditions Le Dauphin Blanc. On va continuer notre première entrevue parce que c'est tellement intéressant de parler avec Mario. Je pourrais être là des heures. J'ai dit, ben si ça tente, on va parler de ce que tu fais dernièrement. Et ce qui me parle, tu m'as envoyé des liens sur un manifeste vers la post-matérialiste. Oui, c'est un manifeste pour une science post-matérialiste. Une science post-matérialiste que tu as fait avec d'autres chercheurs. Et c'est extrêmement intéressant. Vous pouvez aller voir l'article, mais on va en parler ensemble. Donc, parle-moi de ce manifeste. Pourquoi avoir décidé de vous mettre ensemble? D'ailleurs, il y a un de ces chercheurs qui, sur TED, avait amené certaines de ses idées sur les TED Talks. Si vous ne connaissez pas ça, ça aussi, je recommande. J'adore écouter les TED Talks. Et en 2013, il y a quand même assez brassé de scientifiques avec ses recherches. Et assez pour que TED Talk enlève la vidéo sur YouTube. Et c'est un des... comment il s'appelle déjà? Rupert Sheldrake. Exactement. C'est l'auteur de la théorie des champs morphogénétiques en OK, biologie. Parfait. Alors, donc, c'est pas n'importe qui. Vous êtes comme des pionniers un peu. C'est comme... donc, parle-moi-en. Pourquoi avoir eu cette idée-là? Bien, on a tous séparément réalisé à travers nos carrières. Là, les gens, ces gens-là sont plus vieux que moi, là, quand même assez, mais malgré ça, on a tous réalisé à travers nos travaux de recherche, en travaillant dans ce domaine-là. Vous avez travaillé ensemble? Dans certains cas, mais aussi séparément. Mais on a tous buté contre le fait que la science est contrôlée est devenue une idéologie avec le temps. Au 19e siècle, surtout, là, après quelques siècles. Au tout début, les pères de la science, il y a à peu près 4 siècles, les gens comme Galilée, Newton, Descartes et tout ça, ils ont proposé un certain nombre de postulats sur comment ça marche l'univers. Mais c'était c'était les fondateurs de la physique, qu'on a appelé de la physique classique par opposition à la physique moderne quantique. Quantique, oui. Ils ont proposé un certain nombre d'hypothèses, comme je le disais, par rapport à la réalité, l'univers, dont le matérialisme. Donc, c'est l'idée que tout ce qui existe dans l'univers, c'est constitué de matière. À l'époque, ils utilisaient l'analogie des petites boules de billard. C'était comme ça qu'ils représentaient ce qu'ils appelaient des corpuscules à l'époque. Aujourd'hui, on parle de particules. Il y avait aussi d'autres hypothèses comme le réductionnisme. Donc ça, c'est l'idée que tout ce qu'on étudie dans l'univers, y compris l'être humain, son cerveau, sa psyché, tout ça, on peut le réduire à des mécanismes beaucoup plus simples, beaucoup plus de base, élémentaires. Donc, prendre par exemple la conscience, puis essayer de réduire ça à l'activité de petites cellules nerveuses dans le cerveau, des neurones, ou des messagers chimiques dans le cerveau, des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du réductionnisme. Et puis bon, il y avait plusieurs autres hypothèses comme ça. Avec le temps, c'était des hypothèses. Donc, on disait, bon, ça doit être comme ça. Mais ces gens-là, les pères fondateurs de la science moderne, c'était tous des gens profondément spirituels. Donc, c'était pas vraiment des matérialistes. Ils faisaient la distinction entre ce qui regardait le domaine du spirituel et ce qui concernait le monde physique. Et ils se disaient, nous, ben, on va étudier le monde physique, puis l'autre domaine, on va laisser ça aux philosophes et aux théologiens. C'est comme ça qu'ils pensaient, sauf qu'au bout de quelques siècles, au 19e siècle, là, surtout. C'est l'industrialisation qui a fait ça? La mécanisation, tout ça, la technologie a fait qu'on s'est mis à voir finalement tout comme des machines. Et on a oublié que les pères fondateurs de la science moderne étaient des gens spirituels. On s'est dit, on n'a plus besoin de ça, le volet subjectif, la spiritualité, toutes ces choses-là. On étudie uniquement des processus physiques, biologiques, tout ça. Donc, ce qui était des hypothèses au tout début, comme le matérialisme, le réductionnisme, tout ça,
c'est devenu des articles de foi. C'est devenu un système de croyance, une idéologie en sciences, que les philosophes des sciences ont appelé le matérialisme scientifique. Alors, à partir du 19e siècle, puis tout pendant une grande partie du 20e siècle, si tu n'adhérais pas à cette vision-là du monde, hein, tu es un scientifique, ta tête était mise à prix, puis tu étais menacé. C'était dangereux pour toi. Ça l'est encore aujourd'hui. Tesla, c'est un peu ça. Tesla travaillait en dehors du milieu académique, complètement, avec le secteur privé. Donc, il pouvait échapper à ça, mais oui, il n'aurait pas pu... il n'aurait pas été capable de fonctionner à l'intérieur de ce système-là, c'est sûr. Il était beaucoup trop visionnaire pour ça. Et puis, ben, c'est ça, c'est devenu comme la science, donc c'est devenu très réductionniste. Alors, on réduisait tous les êtres humains, leur comportement, leur personnalité, à de l'activité électrique et chimique dans le cerveau, par exemple, où on disait que les comportements étaient complètement déterminés à l'avance par nos gènes. Toutes ces idées-là, au fond, ça nous vient de... Puis c'est encore là. C'est ça qui est présent. Oui. Sauf qu'il y a eu des découvertes scientifiques qui ont commencé à remettre ça en question. D'abord en physique. En physique, eux, ils ont eu une révolution il y a à peu près un siècle. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des phénomènes au niveau atomique qu'ils ne pouvaient pas expliquer par la vieille physique, ce qu'on appelle la physique classique. Et ils ont été obligés de créer une nouvelle physique qui a été appelée physique quantique. Alors eux, ils ont fait une révolution, ça a pris une trentaine d'années avant d'être parfaitement accepté par l'ensemble de la communauté. Mais dans les autres disciplines scientifiques, c'est comme si les gens sont restés aveugles par rapport à ça. Ils n'ont pas intégré la révolution quantique, pas du tout, au niveau de la biologie, dans mon domaine, en neurosciences, tout ça, ça n'a pas été. C'est comme de mettre des œillères, ça presque pas d'allure. Ben, parce que... Comment tu vas avancer? Oui, ben, il est accroché à une vision du monde. Le système tournait autour de cette idéologie-là. Puis il fallait pas... Ils se sont retrouvés dans la même situation, au fond, qu'à l'époque, par exemple, au 16e siècle, quand les premiers scientifiques ont voulu se libérer du carcan de l'Église catholique. L'Église était intransigeante, menaçait de... Tu pouvais te faire monter sur le bûcher, etc. C'est arrivé à quelques reprises. Ils ont menacé Galilée, par exemple. Alors, les scientifiques eux-mêmes, qui étaient en réaction avec ça, ben, au bout de quelques siècles, se sont mis à faire ça entre eux. Et puis tu ne pouvais pas remettre tout ça en question, parce que c'était dangereux pour toutes les... C'est devenu... Science, dans l'esprit de ces gens-là, était devenu synonyme de matérialisme, de réductionnisme, de mécanisme. Mais il y a aussi, il y a toute une question de pouvoir, il y a toute une question d'être supérieur, il y a tout, tu sais, il y a une industrie qui est apparue là-dessus, basée là-dessus, au niveau biomédical, le domaine pharmaceutique. Donc, on a vu l'être humain comme une machine. Donc, on s'est dit, on peut intervenir sur la machine avec des substances, des drogues. Mais sauf que ça ne marche pas tout le temps. Non, pas du tout. C'est ça. Non, parce que il y a toute la dimension subjective qui n'était pas là. C'est ça que tu parlais. Exactement. Pendant vers la fin du 20e siècle, on a commencé à étudier la conscience, par exemple. Alors que ça, c'était tabou avant, justement, à cause de la domination du matérialisme scientifique. Et il y a beaucoup d'évidences qui sont accumulées dans ce domaine-là de la science de la conscience, là, si on veut. On parle, par exemple, des expériences de mort imminente, là, où, lorsqu'elles sont suscitées par un arrêt cardiaque. En arrêt cardiaque, ce qui arrive, c'est à peu près 15-20 secondes après l'arrêt cardiaque. Il n'y a plus d'irrigation sanguine au cerveau. Donc, puis le sang transporte l'oxygène. Il n'y a plus d'oxygène. Donc, si tu mesures l'activité cérébrale avec un appareil d'électroencéphalographie, l'activité électrique, on voit que la ligne devient plate. On dit qu'elle est isoélectrique. Donc, l'individu est en état de mort clinique. Donc, selon les neurosciences traditionnelles, matérialistes, il n'y a pas de conscience dans cet état-là, pas de perception, pas de fonction mentale, comme la volonté, les émotions, etc. Pourtant, il y a 5 études qui ont été faites dans les 15 dernières années qui ont documenté plus de 100 cas d'individus en état de mort clinique. Le docteur Eben Alexander, par exemple. C'en est un bon cas, ça. Oui. Quoique lui, il n'était pas mort, mais il y a eu une forme de méningite. Là. Il était pas... Assez pour pas que ce soit son cerveau qui dicte les images qu'il voyait. Ah oui, ça, oui. Mais il y en a...
Écoute, il y a des millions de cas là, dans les 50 dernières années, des études là, de statistiques là-dessus. Puis ça, c'est une expérience commune. Mais ça, c'est juste un axe de recherche. Mais il y a la physique quantique, mais il y a aussi l'expression des gènes, aussi, l'épigénétique. Ouais. Pendant longtemps, on disait non, tout est déterminé, vous ne pouvez pas rien changer. Ouais. Et puis tout à coup, dans les dernières décennies, on se rend compte que non, les gènes vont s'activer ou pas, ou à divers degrés, selon différents facteurs dans ce qu'on appelle l'environnement. Donc, si la personne, mettons, dans sa famille, il y a eu des cancers, puis qu'elle porte dans ses gènes... Comme des mémoires de ça. Elle ne va pas nécessairement le développer. Non. Parce que... Exactement. Regarde, moi, je suis une belle illustration. Mon père avait un cancer, un lymphome. Ouais. Donc, c'est un cancer grave, il est véhiculé par le système lymphatique. J'avais la même chose que lui, plus jeune. Lui est décédé de ça. Moi, non. Moi, il est disparu complètement. Mais on était à deux époques complètement différentes de nos vies. Lui avait travaillé toute sa vie comme un agriculteur, puis il a fait une dépression nerveuse au moment où ils ont vendu la terre. Ils sont allés vivre en ville. Donc, émotivement, parce qu'il n'y avait plus de raison d'être. Il a fait une dépression, puis son cancer s'est tout réactivé, puis il a passé à travers tous les stades, puis il est décédé rapidement. Ouais. Moi, c'est pas ça que j'ai fait. Et puis, moi, je me suis dit, je vais m'occuper de ça, mais d'une autre façon. Donc, tu as travaillé intérieurement par rapport à ça? Oui, parce qu'on m'avait proposé de faire de la chimiothérapie de façon préventive pour ça, puis j'ai refusé. OK. Bon, les médecins m'ont dit tu fais une grosse erreur, parce que ça fait déjà une douzaine d'années. Là, ça. OK. Mais c'était pas une erreur, c'était la bonne décision. Un lymphome, c'est quoi, maladie d'Hodgkin? Maladie d'Hodgkin, c'en est une forme de lymphome, mais il y en a de toutes sortes. Dans ce cas-ci, c'était au niveau de la peau. Donc, c'était un lymphome cutané qui s'attaque. Donc, ce que tu nous dis aussi, c'est ça, c'est que tu peux aller changer ça à l'intérieur de toi. C'est ça. Puis, on ne connaît pas encore la limite de nos capacités. Donc, il ne faut pas... souvent, on va critiquer des gens qui proposent une vision du monde comme celle-là en disant « Oui, mais vous pelletez des nuages, vous peignez une image très rose de la réalité, tout ça. » Mais pas nécessairement, parce que nos capacités, les limites... on ne les connaît pas encore. Donc, il ne faut pas les sous-estimer. Non. Peut-être pas les surestimer non plus. Mais en fait, il y a plein d'études qui montrent que, par exemple, en neurosciences, on peut transformer notre cerveau. Pas simplement au niveau du fonctionnement des régions, mais même la structure. Okay. La matière blanche, la matière grise. Qu'est-ce que ça implique, ça, si tu changes? Ça veut dire que tu as plus de quotient intellectuel? Tu peux développer tes fonctions cognitives comme l'attention, la mémoire. Tu peux avoir une meilleure gestion de tes émotions. On n'est pas... pendant longtemps, on pensait qu'on était complètement contrôlé par des parties plus inférieures ou plus primitives du cerveau, qu'on partage avec des mammifères, puis même, dans certains cas, avec des reptiles et tout ça. Mais moi, dans mon laboratoire, j'ai fait la première étude d'imagerie cérébrale montrant que ça, c'était pas vrai, que on pouvait induire une émotion très forte chez un humain. On avait des capacités de moduler tout ça, d'inhiber. Ça, on le retrouve dans ton roman. Oui. Oui. Parce qu'il y a plein d'informations réelles. Dans son roman Expériencia, parce qu'il parle la personne intègre une puce, là, puis elle peut changer complètement les motifs de la personne. Je dis, pour moi, il a fait ça dans ses recherches. OK. Et puis, parle-moi du moi supérieur par rapport au moi, parce que ça, t'en parles aussi dans tes... Moi, j'ai été un des premiers neuroscientifiques à étudier les expériences spirituelles, ce qui se passait dans le cerveau. Avant une certaine époque, on ne pouvait pas faire ça parce qu'on n'avait pas les outils. À partir du moment où on a eu des scanners pour aller visualiser l'activité du cerveau, on pouvait étudier des expériences subjectives comme la spiritualité. Donc, on a découvert qu'il y avait... on a regardé qu'est-ce qui se passait dans le cerveau pendant ces états-là. J'ai travaillé avec des carmélites, par exemple, des contemplatives. Mais aussi, on a travaillé avec certains moines, des gens qui ont vécu aussi une expérience de mort imminente suite à un arrêt cardiaque, puis qui disaient être restés en contact avec la lumière et tout ça. Donc, on a regardé tout ça. Et puis, on a analysé aussi les ondes cérébrales, l'activité cérébrale, les ondes au niveau électrique qui étaient associées à ces expériences-là, ces états-là.
Puis, c'est des travaux là, qui ont été médiatisés partout sur la planète. Puis souvent, les journalistes me demandaient à quoi ça sert pour monsieur, madame, tout le monde. Puis j'ai pensé à ça pendant quelques années. Puis je me suis dit, y a-t-il une façon de faire que les gens qui ne sont pas des experts en contemplation, en méditation, en prière, peuvent atteindre des états semblables au niveau cérébral? Puis, il y a un phénomène qui existe, qu'on connaît depuis les années 50 en neurosciences, c'est l'effet d'entraînement de l'activité du cerveau. Okay. Ça, c'est si tu soumets le cerveau à des stimulations. Ça peut être au niveau visuel, avec des flashs, par exemple. Ça peut être au niveau acoustique, des sons. Tu vas changer l'état du cerveau. Donc, mettons que tu présentes des sons rapides, le cerveau va se mettre à générer des sons rapides. C'est ce qui arrive dans une discothèque, par exemple. Puis là, il y a un phénomène de masse. Il y a un entraînement. Ouais. Si tu présentes des sons de basse fréquence, par contre, tu vas ralentir l'activité du cerveau. Et c'est là qu'on voit des expériences spirituelles intenses. Donc, ce que moi, je me suis dit qu'on pouvait faire, en théorie, c'est de mettre des sons de basse fréquence pour amener les gens, monsieur, madame, tout le monde, pas des mystiques, à ces états-là. Et j'ai testé ça, j'ai développé une approche. Tu rencontres les gens, je pense, comme... Au début, je le faisais, mais maintenant, c'est des rencontres de groupe, là, c'est des ateliers là, qu'on appelle des séminaires. Puis ça se fait avec chez quelqu'un qui m'aide aussi à développer tout ça, qui s'appelle Caroline Marion. Puis on a rencontré à date des centaines d'individus. Puis on ramasse des données de recherche sur les expériences qu'elles peuvent vivre, ces gens-là. Mais ce que je peux te dire, c'est que quelqu'un qui n'a pas eu d'entraînement comme un moine ou une contemplative dans un couvent pendant des années peut tout de même vivre des expériences spirituelles intenses dans certains états où on change leur cerveau. Puis on peut faire ça, le cerveau s'ajuste, c'est un phénomène qui se fait en l'espace de minutes. Okay. Comme une éponge, il absorbe la fréquence. Les chamans ont découvert ça il y a 50 000 ans, avec le son au niveau du tambour, avec le feu aussi, au niveau visuel. Alors, avec l'ayahuasca. Ça, c'est au niveau chimique. Mais tout le principe, c'est toujours le même. Si tu veux accéder au spirituel, au domaine spirituel, il est toujours là, mais notre attention est focalisée sur le monde extérieur, à l'extérieur des limites du corps, ou à notre monde interne, mais notre monde habituel. Les mêmes pensées, les programmations qu'on a, les mêmes émotions, etc. Si tu changes l'activité du cerveau avec une approche comme celle-là, tu permets à ce moment-là d'accéder à un autre aspect de la réalité. C'est comme si le cerveau, en temps normal, agit comme une valve, un filtre. Donc, il faut changer, diminuer l'effet de la valve ou du filtre pour permettre l'émergence de quelque chose d'autre. Fait que c'est pas l'émergence juste de ton moi supérieur puis ton contact avec le divin, parce que un coup, tu as fermé ta valve, t'as-tu une meilleure concentration? T'as-tu un aspect plus calme de toi qui va t'empêcher d'avoir toutes sortes de symptômes de maladie? Oui, on peut travailler, on peut guider les gens dans cet état-là. Ce qu'on remarque, c'est que c'est beaucoup plus facile de se libérer de patterns émotionnels chroniques négatifs, par exemple, ou de croyances limitatives. Tu peux être des années à aller chez le psychologue avec les mêmes bébites ou à faire face à certains comportements avec des gens en face de toi, puis qui viennent toujours te chercher quelque chose. Est-ce que... parce que je sais que c'est faisable avec un certain travail intérieur, mais de cette façon-là, c'est-tu plus rapide? C'est-tu plus faisable? J'ai vu des choses le pourcentage remarquables. On n'a pas encore compilé toutes les statistiques, mais ça peut même avoir un impact au niveau physique si une maladie est liée, il y a une dimension émotionnelle qui est associée à ça. Donc, j'ai déjà vu, par exemple, quelqu'un avec une tumeur cancéreuse au niveau du foie, stade terminal. La tumeur régressée au bout de quelques semaines. Aujourd'hui, cette dame-là est en parfaite santé. Wow. On ne peut pas établir des liens de causalité. C'est toujours complexe parce qu'il y a plusieurs facteurs. On ne peut pas dire que c'est juste ça qui fait que... Mais
il semble que le fait de se connecter sur le plan spirituel, il y a beaucoup d'études, de plus en plus d'études qui montrent que c'est excellent au niveau de l'organisme. C'est bon aussi au niveau psychologique parce que ça réduit l'instabilité sur le plan émotionnel, ça réduit les dépendances, la toxicomanie. Ça diminue aussi les comportements antisociaux. Ça nous rend plus sociables. Est-ce que aussi, je crois avoir lu que, dans cette phrase, les esprits individuels ne sont apparemment pas limités, ils peuvent s'unir. J'ai trouvé, puis là tu suggères l'existence d'un esprit qui englobe tous les esprits individuels. Là, j'ai pensé à, Dieu, une image de Dieu, ou ça m'a vraiment pensé au film Avatar aussi, tu sais. Mais oui, ça fait partie, ça, de la vision qu'on a appelée post-matérialiste, justement. Okay. Parce qu'il y a des études qui montrent, bien intéressantes, par exemple, où tu vas réunir un certain nombre d'individus dans une salle. On va demander à ces gens-là d'émettre une intention spécifique, affectée, par exemple, il y a des appareils qu'on appelle des générateurs d'événements aléatoires. Là, c'est basé sur des processus au niveau quantique. Donc, c'est aléatoire jusqu'à temps qu'il y ait un observateur avec une intention. C'est ça, c'est le phénomène, finalement, de... Ça change, oui, c'est ça. Ça change parce que la personne qui fait l'expérience en intention, ça change l'expérience comme telle. Oui, puis ce qu'ils découvrent dans ces études-là, c'est que si tu mets 5 personnes au lieu d'une, tu multiplies la force de tes effets. Oui. Si tu en as 50 plutôt que 5, c'est encore plus grand, etc., etc. C'est tellement intéressant. Donc oui, ça semble s'agréger comme de l'énergie. C'est comme si finalement on pouvait... On branchait toutes sortes de petits de fils ensemble à un coin ou à un câble encore plus performant, plus gros. Puis que là, on pouvait utiliser l'énergie de différentes sources. On peut, je pense que ce que j'ai lu, c'est qu'on pouvait même influencer des gens à distance. Oui, il y a des études qui ont montré que si tu envoies, par exemple, une intention bienveillante à une personne qui peut être située à des kilomètres, quand on mesure ce qui se passe au niveau de la personne, on a des senseurs au niveau physiologique. Il va y avoir une réponse qui va être symbolique, qui va indiquer un état émotionnel positif, par exemple, chez cette personne-là. Même si elle n'est pas consciente d'être sujette à une influence à distance. Puis le contraire est vrai? Le contraire est vrai aussi. Je suis en train, ça roule dans ma tête là, dernièrement. Je me sentais vraiment déprimée. Puis j'ai dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Une amie m'a dit, tu devrais te protéger plus quand tu fais des soins. Mais, oui, parce que finalement, ça, c'est le concept qu'on appelle l'esprit non local. Ouais. C'est qu'on découvre qu'au fond, ce qu'on appelle l'esprit, la conscience, c'est pas quelque chose de physique. Ça interagit avec le cerveau, mais c'est pas produit par le cerveau. C'est un peu comme... on peut faire l'analogie avec un poste de télévision. Si on joue avec des composantes électroniques à l'intérieur du poste, on va altérer la réception de l'information. Par exemple, on perd un peu l'image ou le son, tout ça. Okay. Mettons qu'on regarde un bulletin de nouvelles, la lectrice de nouvelles. Est-ce que ça veut dire que, peut-être que si tu continues à jouer avec les composantes électroniques, la lectrice de nouvelles disparaît complètement? Ça veut-tu dire que la lectrice de nouvelles n'est plus là, puis qu'elle est à l'intérieur de ton récepteur télé? Toujours là. Donc, c'est un genre d'analogie qu'on peut utiliser. Mais ça, c'est parce que, tu sais, ça va dans une vision plus grande du monde, dans le sens que on est tous connectés, on peut être positif ou négatif par rapport à certaines personnes à influencer. Quand on se regroupe, on a une meilleure énergie plus grande. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'il faut faire du travail sur nous autres. Puis après, on se réunit, puis après, on change le monde. C'est simple, hein? Mais c'est un peu ça. C'est exactement à long terme, tu sais. Oui, on a cette capacité-là. C'est ce que ça montre. Oui. C'est juste la volonté de le faire. Oui, tout à fait. Puis c'est aussi de voir qu'on n'est pas juste dans notre petit univers à faire notre petite affaire. Non. Non, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait influence non seulement ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, mais à l'extérieur de notre corps. C'est ça. On a une influence sur tout ce qui existe, les végétaux, les animaux, etc. Et les autres humains, évidemment. Ouais, tout est en interconnexion. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de séparation entre ce qu'on appelait traditionnellement d'un côté l'esprit, puis de l'autre la matière. Au fond, on voit que on peut tout voir ça sur le plan en termes d'énergie puis d'information. Il y a de l'information qui est acheminée
au niveau de notre conscience, nos intentions, par exemple. Tout ça, tu peux voir que c'est de l'information. Puis ce qu'on appelle le monde physique, ou le monde de la matière, ben c'est aussi de l'énergie, de l'information. Puis finalement, c'est comme c'est des échanges, c'est comme des différents niveaux d'organisation dans l'univers qui se parlent, puis qui sont capables de comprendre. Donc, ton cerveau, qui fait partie du monde physique, est capable de comprendre ton esprit, qui n'est pas physique, qu'une pensée, par exemple. Il est capable de la décoder, puis de la traduire chimiquement. Il reçoit oui. Oui. En fait, ton moi supérieur, tu l'appelles ton esprit, c'est pas ça, toi, hein? L'esprit, c'est un concept qu'on utilise beaucoup en neurosciences. En psychologie, c'est mind, je l'ai mis en c'est fonction mentale. Oui, c'est ça. Mais au fond, on peut dire la psyché aussi. C'est un synonyme. OK, je comprends. Puis ça, une pensée, elle n'a pas vraiment ça n'a pas de masse ou de volume, mais c'est pas physique, sauf que ça a un impact au niveau physique, directement au niveau du cerveau. Le cerveau est capable de décoder l'information qui vient de ce niveau-là. Là, vous avez ce manifeste-là. C'est quoi les prochaines étapes par rapport au manifeste? Oui. Bien, le manifeste qui est venu il y a quelques années, on s'est réunis. Moi, j'ai participé à l'organisation de ce meeting-là. On a été chercher des scientifiques visionnaires dans différents domaines. On a examiné les évidences pour aller vers une nouvelle vision du monde au niveau scientifique. L'étape suivante, il y a eu ce manifeste-là, puis le manifeste a été signé par il y a plus de 250 scientifiques et philosophes à travers le monde, dont des gens très, très connus. Oh, intéressant. Donc, on voit que les gens, les scientifiques, les philosophes, il y en a plusieurs qui sont conscients des limites de l'ancien modèle. Donc, au fond, on est dans une période de transition vers ce que j'appelle la prochaine grande révolution scientifique, qui va avoir des implications énormes, probablement encore plus grandes que la révolution copernicienne, quand on a réalisé, au fond, que la Terre tournait autour du Soleil et non pas l'inverse. Ça a changé le monde considérablement, mais ici, ça va changer encore plus parce que si on va pouvoir réaliser toutes les capacités vraiment qu'on a, comme individu puis comme collectivité, et ça va transformer toutes les institutions. Donc, je viens de participer j'ai été l'éditeur en chef d'un ouvrage collectif sur c'est quoi le nouveau paradigme post-matérialiste, avec des scientifiques dans des différents domaines très connus, des scientifiques visionnaires, en physique, en biologie, etc. Il y avait Sheldrake et tout ça. Puis on a essayé d'esquisser qu'est-ce qui s'en vient finalement, puis comment ça va transformer le monde. Donc ce livre-là, c'est un livre pour le grand public, c'est pas un livre juste pour spécialistes. Ça va sortir, c'est en anglais, là. Ça va sortir au début de l'année. Ah, intéressant. 2017. Puis, moi, ce que je fais par rapport à ça, j'ai proposé l'idée d'organiser un événement conjointement avec Stéphane Aymar Chabot, puis Jean-Charles Chabot, son cousin, tous les deux. On crée une série d'événements justement pour montrer comment tout ça va changer le monde. Et on a appelé ça Expanding Reality. Et ça va commencer à Toronto l'année prochaine. Moi, l'idée m'était venue de proposer quelque chose comme ça quand j'ai vu que Sheldrake avait été censuré par TED. Ça m'a piqué. Puis je me suis dit, on a vu en fouillant finalement qui avait voulu censurer Sheldrake. C'était que leur organisation est noyautée par des scientifiques matérialistes, réductionnistes, qui luttent contre l'avènement d'un paradigme nouveau en sciences. C'est fou, hein? Ça ne rentre pas dans la tête. Alors moi, pour faire contrepoids, je me suis dit, OK, on va... Ça prend quand même un peu de courage, par exemple, tu sais? Oui, ça peut encore coûter cher, parce que on peut dire d'une certaine façon que tout ça m'a coûté mon poste à l'Université de Montréal. Ah, OK. Il y a quelques années. C'est pour ça que maintenant tu étais avec l'Université de l'Arizona. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, il n'y a pas d'hasard, hein? Non, ça faisait partie de ton cheminement. Sûrement. Wow, OK.
Alors, on peut avoir toutes les informations sur ton site Internet, oui, il y a beaucoup tes prochains ateliers. Oui, sur ma page professionnelle Facebook aussi. Facebook, c'est avec ton nom. C'est Dr Mario Beauregard. Sur le docteur. Oui. OK, parfait. Merci beaucoup, Mario. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente d'avoir pu discuter avec toi. C'est vraiment intéressant. Et j'espère sincèrement continuer dans cette veine-là pour faire mes vidéos parce que c'est ce que je veux mettre de l'avant. Le changement, puis le changement dans nous, puis le changement pour tous. Merci. Bonne journée. Merci.